une interdiction temporaire de toute couverture médiatique de l'ancien président Joseph Kabila et de son parti démocratique. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches du continent africain. Mais paradoxalement, son peuple demeure parmi les plus pauvres. Et au cœur de cette énigme politique et économique, un nom revient sans cesse, Joseph Kabila, l'ancien président, arrivé au pouvoir en 2001, après l'assassinat de son père, a dirigé le pays pendant 18 années, marqué par des espoirs, des conflits, des réformes et des polémiques. Aujourd'hui, son influence continue à diviser. Certains le considèrent comme un bâtisseur discret, un homme de compromis qui a évité la guerre civile et protégé l'unité nationale. D'autres le voient comme l'incarnation d'un système opaque qui a étouffé les potentiels du Congo tout en consolidant une élite économique restreinte. Mais entre nostalgie et rejet, une question persiste. Joseph Kabila a-t-il été une solution pour la RDC ou plutôt un problème? Dans cette vidéo, nous allons comparer la situation du pays avant, pendant et après son règne, en nous appuyant sur des données concrètes et des faits vérifiables. Nous allons explorer 5 angles clés: l'économie, la sécurité, la démocratie, l'influence régionale et l'ombre qu'il projette encore aujourd'hui. Une économie en croissance. Mais pour qui? Sous la présidence de Joseph Kabila, l'économie congolaise a connu une croissance notable, surtout entre 2003 et 2014. Les indicateurs macroéconomiques affichaient parfois jusqu'à 7% de croissance annuelle. Le pays a attiré de nouveaux investisseurs étrangers, notamment dans les secteurs miniers. La signature du contrat chinois en 2008 est souvent citée comme un moment clé. La RDC échangeait une partie de ses ressources minières contre les infrastructures promises. Routes, hôpitaux, écoles, les deals semblaient équilibrés sur les papiers. Mais à y regarder de plus près, cette croissance n'a que très peu profité à la population. La pauvreté restait structurelle selon la Banque mondiale. En 2018, près de 70% des Congolais vivaient toujours avec moins de 1,9 $ par jour. Pourquoi? Parce que la richesse était captée par une minorité bien connectée au pouvoir. Les secteurs miniers, piliers de l'économie congolaise, est resté sous contrôle d'entreprises étrangères, d'oligarques proches du régime. Transparence faible, redevabilité presque inexistante. À l'inverse, certains défenseurs de Kabila estiment qu'il a hérité d'un pays au bord de l'effondrement économique et qu'il a stabilisé les finances publiques, réduit l'inflation et jeté les bases d'un État moderne. Il aurait donc créé les conditions de la croissance sans avoir les temps ou les soutiens politiques pour en redistribuer les fruits. En 2025, plusieurs projets initiés sous son régime restent encore inachevés. Pourtant, dans certaines provinces, on entend encore « au moins sous Kabila, il y avait du travail », un souvenir contrasté. La sécurité nationale. Paix fragile, conflit permanent. Lorsqu'il prend le pouvoir en 2001, Joseph Kabila hérite d'un pays ravagé par la deuxième guerre du Congo, surnommée la guerre mondiale africaine. À ce moment-là, plusieurs armées étrangères occupent les territoires congolais. En quelques années, il parvient à négocier les retraits de ses forces et initie un processus de paix, aboutissant aux premières élections démocratiques en 2006. À ses débuts, l'homme est donc perçu comme un artisan de paix. Mais cette paix reste fragile. Si la situation s'améliore à Kinshasa ou Lubumbashi, l'est du pays, notamment les Kivu et les Ituri, restent sous la menace constante des groupes armés. De 2001 à 2018, plus de 120 milices sont recensées.
Les civils paient les prix, font violence, déplacement des populations, exploitation des ressources, impunité. Kabila est accusé d'avoir toléré, voire instrumentalisé certains groupes armés pour asseoir son pouvoir dans les provinces. D'autres affirment qu'il était simplement dépassé par la complexité de la situation sécuritaire et les influences extérieures, notamment du Rwanda et de l'Ouganda. L'armée congolaise, malgré les efforts des réformes, reste structurée, mal payée et souvent accusée d'exaction. En comparaison avec la période actuelle sous Félix Tshisekedi, la situation sécuritaire ne s'est pas fondamentalement améliorée. Cela pose une question. Le problème est-il lié à la personne du président ou à la structure même de l'État congolais? Kabila, dans ce sens, n'aurait pas été la cause, mais un symptôme. Démocratie en chantier ou confiscation du pouvoir. L'histoire retiendra que Joseph Kabila fut le premier président congolais à organiser des élections démocratiques après des décennies de dictature. Mais cette avancée a rapidement été ternie par des soupçons de fraude, de manipulation et d'intimidation. Les élections de 2006 sont contestées. Ceux de 2011 encore plus. Et en 2016, Kabila dépasse la limite constitutionnelle de ses mandats, sans organiser de nouvelles élections. Ces glissements électoraux ont provoqué une crise majeure. Des manifestations ont été brutalement réprimées, des opposants arrêtés, des médias censurés, l'Église catholique joue un rôle central dans la médiation. Enfin, à des élections en 2018, Kabila quitte le pouvoir, mais dans des conditions qui laissent perplexes. Les vainqueurs officiels, Félix Tshisekedi, semblent avoir été choisis par compromis, alors que Martin Fayulu crie à la tricherie. Certains analystes estiment que Kabila a organisé une transition contrôlée pour conserver son influence en arrière-plan. La nomination de proches dans les institutions, la mainmise sur l'Assemblée nationale et le Sénat renforcent cette idée. D'autres saluent plutôt son retrait pacifique, rare en Afrique centrale, et soulignent qu'il aurait pu s'accrocher, mais ne l'a pas fait. Finalement, la démocratie congolaise sous Kabila est un paradoxe. Elle a progressé en surface, mais souvent été freinée dès qu'elle menaçait l'ordre établi. Politique étrangère, isolement ou souveraineté. Kabila a toujours entretenu une relation ambiguë avec les puissances étrangères. Contrairement à d'autres chefs d'État africains très exposés à l'Occident, il maintient une distance par le peu et privilégie des partenariats jugés stratégiques, notamment avec la Chine, la Russie et certains pays du Golfe. Cela lui vaut l'étiquette de président souverainiste, voire anti-impérialiste. Sous son règne, la RDC refuse plusieurs injonctions de la communauté internationale, notamment en matière de droits humains ou de transparence électorale. En réponse, plusieurs sanctions ciblent des personnalités de son entourage. Washington, Bruxelles prennent leur distance pendant que Pékin renforce sa présence économique. Cette orientation est-elle une preuve de patriotisme ou stratégie d'isolement? Les avis divergent. Ses partisans affirment qu'il protège les intérêts congolais en évitant une trop grande dépendance à l'Occident. Ses détracteurs y voient un repli dangereux qui a privé les pays de soutien essentiel pour sa démocratisation. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi tente de rééquilibrer les relations avec les États-Unis et l'Europe, tout en maintenant les partenariats avec la Chine, une preuve que la RDC reste encore à la recherche d'un positionnement diplomatique stable, un défi hérité en partie de l'ère Kabila. L'héritage toujours vivant. 6 ans après avoir quitté les pouvoirs, Joseph Kabila reste une figure centrale de la scène politique congolaise. Il continue de contrôler les FCC, la plateforme politique,
conserve un poids considérable au Parlement. Plusieurs hauts responsables actuels sont issus de son cercle. Cet héritage divise. Pour certains, il s'agit d'une continuité nécessaire. Pour d'autres, d'un obstacle au changement des réformes initiées par les gouvernements actuels. Doivent composer avec des résistances internes liées à l'ancien régime. L'administration, l'armée, la justice, beaucoup d'institutions sont encore imprégnées de l'ère Kabila. Mais au-delà de la politique, il laisse aussi un style, un président silencieux, stratège, difficile à lire. Certains l'admirent pour sa discrétion, d'autres les critiquent pour son opacité. La vraie question est peut-être là. La RDC peut-elle tourner la page sans vraiment affronter son passé ?